Approchez, 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 venez voir ma marchandise, approchez. Oui, madame, oui, ça c'est un like, ça. Oui, oui, ça là. Écoutez, je vous fais les trois pour un like, un partage. L'audio, la vidéo et l'abonnement. Allez, approchez, c'est de la bonne cam. Approchez, approchez. Approchez, messieurs, dames. Venez voir mes vidéos, venez voir mes audios. Venez voir mes audios vidéos. Venez voir mes abonnements. Venez voir mes autres chaînes. Approchez, approchez. Nosferatu. Bon. Si je faisais une vidéo, je me contentais de vous regarder comme ça, pendant de longues minutes. Avec l'air perspicace. Enfin, avec l'air con. Il y a une... je crois que c'est une fille qui m'a laissé un post pour me proposer de... Non, calmez-vous, ça va. Là, c'est un truc grand public, calme-toi. De parler des principes généraux du droit français. J'avoue que c'est une excellente idée. Attendez, je traverse. C'est une excellente idée, mais je ne peux pas le faire là, instamment, là, de suite. Parce que je suis dans le quartier de Malpassé. Et forcément, ça va mal se passer. Ouais, bah attends, rigole. Je suis en train de fourguer mes blagues de 2018, les plus pourries. Non, j'attends le quartier prochain, le quartier de Saint-Just. Justice. Il paraît que le J et le I, c'est pareil. Enfin, c'était pareil au Moyen-Âge. Saint-Just. Avant de parler des principes généraux du droit français, il faudrait évoquer quelques... Il faudrait donner quelques éléments. Ah, c'est comme une viande, il faut mettre des légumes autour. Tu ne peux pas parler de principes généraux du droit français si tu ne parles pas de la loi en vertu de l'article 34, de la partie réglementaire, ce qu'on appelle les décrets, qui sont des lois faites par l'administration, enfin par l'exécutif. Il me semble que c'est l'article 37 de la Constitution de 1958, je vous laisse vérifier. Tu ne peux pas parler de la loi si tu ne parles pas de la justice, tu ne peux pas parler de la justice et de la loi si tu ne parles pas de l'Ancien Régime et de la Révolution française, tu ne peux pas parler des principes généraux du droit français en tant que source qui alimente la loi, comme la jurisprudence, comme la doctrine, comme tout un tas de choses encore, hein, comme l'air du temps, mais en général tu as l'air du temps qui devient la morale. Il y a une décision de justice qui est rendue, puis une autre, elles vont toutes dans le même sens et on se dit tiens, on va charger la loi. Voilà, il faut parler d'un certain nombre d'éléments parce que tout est articulé, sinon ça n'a pas de sens. Et ensuite seulement on pourra rentrer dans le vif du sujet. Alors là, brûle pour point. En plus j'approche. Ouais, j'y suis là. Là, brûle pour point, je suis où là? Ouais, j'y suis. On va dire que j'y suis. Ah non, non, moi je suis procédurier. Comme le droit. Alors nous, on connaît pas mal la démocratie de la loi. C'est pas plus mal, c'est le moins pire des outils de l'égalité. Si tu veux, voilà, l'Ancien Régime connaissait ce qu'on appelait les parlements, qui étaient des cours de justice. On va voir un petit peu, qui étaient aussi, et à la fois des cours de justice, et selon les lieux, des assemblées politiques. Mais à l'époque, le roi décidait, il y avait des décrets. La loi n'était pas comme nous la connaissons maintenant. En fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Par contre, les juges étaient très importants. Ils achetaient leurs charges à l'époque. Et ce qui se passait régulièrement devant les juges, lorsqu'il y avait un litige, quel qu'il soit, fortiori pénal, c'est le plus riche qui l'emportait parce qu'il offrait des cadeaux aux juges. C'était ce qu'on appelait le système des épices. Le système des épices est un système qui dénonce en fait la corruption des juges et la méfiance du peuple à l'égard des juges qui rendent leurs décisions, enfin des décisions favorables, uniquement que si tu es puissant et que si tu les récompenses. Alors ils ne leur donnaient pas forcément des épices, mais ça vient de là aussi, sachant que les épices étaient rares et chères. Donc la Révolution, en amenant l'égalité, enfin en parlant d'égalité, a amené avec elle plusieurs outils comme le vote, le suffrage universel direct, qui sera remis en cause à plusieurs reprises puisqu'il deviendra censitaire avec Louis-Philippe, c'est-à-dire réservé uniquement aux gens qui payaient le cens, une sorte d'impôt foncier, donc réservé uniquement aux mâles d'un certain âge qui avaient de la fortune. Ouais, là je suis au quartier de Saint-Just, je peux. Et elle a amené comme outil la loi. La différence entre la loi et une décision de justice, c'est que la décision de justice se prend a posteriori, ne concerne qu'un homme ou un groupe d'hommes,
et peut être faillible. La loi est prévue avant, elle est impersonnelle, elle est générale, et tant qu'on ne la change pas, elle est intemporelle. Et elle prévoit le cadre avant. Donc elle permet de caractériser des gens, leur comportement, en fonction de données objectives. C'est pas à la tête du client, c'est pas le plus riche. La Révolution a amené la loi. Les différentes constitutions donc, ont institué cette loi, on parlait du légal. Ils l'ont instauré, puis on a vu, je sais pas, la constitution de la... Il y a eu des tentatives d'attaque de la part de l'exécutif. Ce n'était plus le roi, c'était les républiques, mais il y a eu des tentatives d'attaque pour affaiblir la loi. On a vu apparaître ce qu'on appelait les décrets-lois, on a vu apparaître tout un tas de choses. Putain, je regarde, parce que là, c'est chaud, je m'excuse. Je suis boulevard, je sais pas où, là. Putain, boulevard Alphonse Mout. Mout, ça veut dire la mort. J'ai échappé à la mort, j'ai échappé à Alphonse. Bon, nous rentrons dans le quartier de Saint-Just. Il n'y a rien à filmer, ce qui compte, c'est ce que je dis là. Donc la loi. La loi votée par un parlement, élue par un peuple souverain. En théorie, c'est bien. Les attaques, sous la Ve République, la loi a été réduite, article 34 de la Constitution, à un certain nombre de choses. C'est d'abord un cadre général qui suppose des décrets d'application, qui ne sont pas les décrets de la partie de l'article 37, c'est-à-dire les lois, on va dire, de l'administration. C'est compliqué, je sais, mais tu vas creuser un petit peu, c'est du première année de droit, ça. Je t'ai pas fait la structure juridique, le judiciaire, l'administratif, je t'ai pas fait tout ça. J'attends qu'il y ait moins de voitures pour parler aussi. Quartier de Saint-Just, belle petite église, je vais vous la montrer, la petite église. Elle est sympa. Saint-Just, c'est des petits villages, hein. Marseille s'est agrandi aux dépens de... Enfin, aux dépens. Ou avec des petits villages. Donc tu as toujours la petite place avec la petite église et les commerces autour. Puis ensuite ça a bâti, ça s'est construit. Donc là, attendez, on va... Je vais vous la montrer, la placette. Ah, c'est une petite placette modeste, hein. Mais l'église est assez originale. Ouais, on parlait des principes généraux du droit, mais bon, regarde. Regarde. On va faire comme ça aussi. Voilà. C'est le clocher qui est original. Voilà, la petite place, tranquillos. On va se poser là, tu sais. On va se poser là, c'est agréable. Il doit faire 12 ou 15. J'ai un gilet, en plus, assez... J'ai un gilet d'hiver. On va revenir à cette loi. Donc là, 5e République, on a séparé. On a installé la loi, celle qui est votée au Parlement, comme un outil, un cadre, qui ne concernerait que des grands thèmes. Grosso modo, tout ce qui touche à la personne, tout ce qui a trait aux libertés de la personne, tout ce qui a trait à son nom, tout ce qui a trait à son identité. Là, il faut une loi avant. Et ensuite, par le biais de décrets d'application ou autres, ou de décisions de justice, on fera respecter le droit, s'il y a lieu. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste exhaustive, oui, on le dit comme ça, exhaustive, tout ce qui n'est pas dans cette liste appartient à l'administration. L'administration, en tout cas, peut légiférer dessus par le biais de décret de l'article 37. Donc la loi, article 34, le décret, article 37, et les décrets d'application qui viennent préciser une loi de l'article 34, parce qu'elle ne règle pas les détails, elle donne le cadre général. Et les PGD, on y arrive, on y arrive. Cette loi, il faut l'alimenter. La loi, à la base, elle est là pour codifier les rapports entre les gens, entre les institutions, entre les gens et les institutions, entre l'État et la personne, etc., etc. Elle est là pour instituer un code, pour installer une sécurité juridique qui profite à tous et qui améliore la vie en société. Donc la loi, elle est là pour servir ce but. Elle est là pour amener de l'ordre et de la clarté, en prévenant avant. Il y a tout un tas de... Il y a toute une jurisprudence sur la rétroactivité des lois en matière civile, en matière pénale, rétroactivité de misuse ou pas, etc., etc. Bref, la rétroactivité de misuse, c'est un droit pénal, la rétroactivité qui profite aux détenus, ou en tout cas à celui qui est incriminé, celui qui risque d'aller en prison. Enfin, celui qui risque d'être condamné. Si une loi plus favorable arrive après son délit, elle peut lui profiter. Voilà ce que c'est. Comment on peut tolérer ça? Ah mais si, je suis obligé de faire une digression, Aziz, coupe pas s'il te plaît là-dessus. Je sais pas, c'est des petits gonds avec des pantalons, on dirait des grenouilles.
dont on voit les chevilles. Déjà, les gars, je sais pas, vous n'êtes pas vus habillés comme ça, on dirait des nanas, hein. C'est très efféminé, avec une Harley Davidson qui te casse les oreilles, les couilles, qui te casse tout. Non, parce qu'il y en a un dans mon quartier, là, un de ces quatre, je vais lui mettre un coup de 12 la nuit, il passe sa nuit à 3 h du matin à Harley, et là c'est pareil. On ne devait pas autoriser les Harley Davidson à rouler, elles font, leur moteur fait trop de bruit. Ouais, vous allez vous dire, il pète un plomb. Non, c'est pas ça. Mais là, le mec, c'est un petit crapaud sur une Harley Davidson qui fait l'américain. Mais t'es pitoyable, mec. Arrête, t'es Marseillais. Tu sais, avec je sais pas quoi derrière. Revenons aux sources qui alimentent la loi, qui peuvent alimenter les décrets, qui alimentent tout ce qui est acte juridique. Il y a différentes sources dans la société. Mais la société n'est pas une source directe. En général, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu vis en société, il y a des habitudes qui se prennent, il y a des choses qui doivent être changées, il y a des mœurs qui évoluent. On commence à avoir des décisions de justice en faveur des gens qui aimeraient que la loi change et évolue, et au bout d'un moment, la loi change et évolue parce que les députés se saisissent du problème. Voilà, tu vois un petit peu la source qui alimente la loi, qui est là pour se mettre en conformité avec... Donc ça prend des années. Je sais pas, un truc con, tiens, on va reprendre. Pendant longtemps, je crois en France, c'était pénalement répréhensible d'être homosexuel, par exemple. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, avec la morale qui a changé, avec les mœurs qui se sont libérées, je ne fais aucun jugement, on parle de droit, là. Mais je prends ce cas parce que c'est le cas qu'on nous sort souvent, qu'on nous sortait à l'époque. Donc au bout d'un moment, on ne condamnait plus, et puis au bout d'un moment, on a décidé d'acter ça par une loi, parce que la loi est beaucoup plus sûre, a plus de valeur, a plus de poids qu'une décision de justice. La société, la jurisprudence, la doctrine, c'est l'ensemble des écrits et des textes. Ça peut être une vidéo YouTube qui s'interroge sur un problème juridique, c'est ça la doctrine. C'est tout ce qui s'écrit sur certaines questions bien précises. Je sais pas, à un moment donné, il y avait pas mal de doctrines sur la génétique et le droit, la filiation, tout ça, tout ça. Tu as dû en avoir aussi de la doctrine pour le mariage pour tous, etc. Donc la doctrine peut influencer la société, peut influencer la jurisprudence et donc peut influencer elle aussi, la loi. Tu as les principes généraux du droit français qui ont été appelés ainsi, mis en avant pour la première fois en 1945 avec deux mémoires. Conseil d'État, arrêt Aramu, 1945. Je vous le dis de tête, je suis dehors, j'ai pas encore bossé le sujet là. Là, je vous fais tout de tête. Là. Après, je vais bosser le sujet et on fera la deuxième partie. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'on a décelé des principes non écrits du droit français que les textes devaient respecter. Et c'est ce dont on va parler maintenant, après cette longue introduction à Saint-Just. Voilà. À tout à l'heure en intérieur. Avant, en fait, les tribunaux invoquaient des principes. Puis de toute façon, tout est fait à partir de principes, puisque la loi est faite à partir des principes édictés par la société, par la morale de la société actuelle. Donc avant, on parlait de principes. Mais à partir de 1945, avec l'arrêt Aramu, qui est un arrêt, je viens de vérifier, qui est l'arrêt qui consacre le principe de droit des administrés comme un principe général du droit. À partir de là, on a commencé à les appeler comme ça. Et on va en parler un petit peu plus dans le détail. Donc, c'est des règles de portée générale, mais qui n'ont pas besoin de texte. Il y a des textes qui sont venus ensuite les préciser, qui sont venus les représenter, mais ils s'appliquent en l'absence de texte, ils sont dégagés uniquement par les jurisprudences, jusqu'à preuve du contraire, et ils ne sont pas créés par le juge. C'est que le juge découvre le principe. On parle de découverte, il découvre le principe à travers cette affaire, à travers l'affaire Aramu qui les oppose à, je vous laisse aller voir, Conseil d'État 1945, l'arrêt Aramu, A-R-A-M-U. Je pense qu'avec Internet, vous pouvez accéder aux grands arrêts de la jurisprudence administrative, puisque c'est la jurisprudence administrative, le droit administratif, donc à ces tribunaux. Ces tribunaux rendent des décisions, et lorsque tout un ensemble de décisions va dans un même sens sur un même problème, on parle d'une jurisprudence qui se fait. Voilà, c'est un ensemble de décisions, la jurisprudence, décision de justice définitive. Voilà pourquoi on parle de Conseil d'État, parce que parler de jurisprudence au tribunal administratif, c'est spécieux, puisque lorsque le tribunal administratif se décide,
l'un des plaignants peut encore continuer en faisant appel au cours d'appel administratif, puis aller, s'il y a motif A, au Conseil d'État, où il sera jugé en droit, contrairement à la Cour de cassation qui, elle, chapeaute l'ordre judiciaire et qui, elle, ne juge qu'en droit, pardon, alors que le Conseil d'État juge les faits aussi. Et là, j'ai un petit doute. Mais bon, la fac de droit, c'était il y a 23 ans. Alors, donc, vous m'excuserez. C'est des principes donc, qui se dégagent. Alors, on va un petit peu voir. Ils alimentent la loi, ils alimentent les décrets de l'article 37, mais quelquefois, ils leur sont supérieurs. Quelquefois, ils alimentent la Constitution. Donc, les principes généraux du droit, ce sont des principes qui sont découverts, déduits, qui sont inhérents, qui sont là, qui n'ont pas besoin de texte, qui sont découverts par le juge. On parle de jurisprudence. Donc, pas besoin de texte pour s'appliquer, mais des textes peuvent les représenter. On pourrait déterminer ça comme des règles, en fait, des principes qui s'appliquent faute de texte contraire. Donc, ils peuvent concerner différents domaines et ils peuvent avoir différentes valeurs. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Principe du droit de la défense. Je ne sais pas le principe. Alors, l'une des représentations du principe du droit à la défense, c'est que la défense, dans un jugement, par exemple, lors d'une audience, la défense parle en dernier. C'est elle qui laissera la dernière impression, notamment aux assises, au jury. C'est très important, je peux vous assurer. Lors de certaines plaidoiries, n'ont pu aboutir et n'ont pu obtenir ce qu'elles voulaient que parce qu'elles étaient à la fin. Le procureur parle en premier. Vous voyez? Donc si à un moment donné, par contre, on a un texte ou dans certaines procédures, il va falloir, pour des raisons évidentes et légitimes, il faudrait changer ça, bon, ben, ce principe-là ne s'applique pas. Mais il faudrait qu'il y ait une disposition contraire et une disposition supérieure à la valeur du principe qu'elle entend anesthésier. Constitutionnellement, c'est tout ce qui a trait aux libertés. Il suffit de regarder la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui forme le bloc constitutionnel qui a été ajouté à la Constitution de 58 pour les voir, ces fameux principes généraux du droit français. C'est des principes évidents, quoi. C'est les principes qui font une société civilisée et démocratique. Par exemple, tu as des principes généraux qui intéressent le droit des citoyens, je ne sais pas, la liberté de commerce. Tu as l'arrêt d'Audignac, en 51. Tu as des principes fondés sur l'égalité des usagers devant le service public, devant l'impôt, devant les charges publiques. Égalité d'accès aux citoyens aux emplois publics, Conseil d'État, en assemblée plénière en plus. Donc là, le débat a dû être... oui, parce qu'il y a... L'affaire peut revenir plusieurs fois au Conseil d'État. Une première fois, donc il la renvoie pour qu'elle soit rejugée, mais la décision pose encore problème, ça revient au Conseil d'État. À ce moment-là, le Conseil d'État, c'est 5 chambres, une qui écrit les lois. Oh, il a les doigts sales, ouais. C'est 5 chambres. Une qui écrit les lois et les 4 autres qui s'occupent du contentieux. En assemblée plénière, il réunit, je crois, les 4 chambres. 1954, l'arrêt, c'est Barrel et autres, un groupe de personnes. Égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. Ça, c'est des principes généraux du droit qui sont fondés sur l'égalité. Et ce que je viens de vous citer là, les arrêts sont les arrêts qui permettent au juge de les déduire, d'appliquer la bonne décision, et voire même ensuite de voir des textes apparaître, hein, parce que tous ces arrêts-là, en tout cas certains d'entre eux, ont donné lieu à des textes ensuite. Tu as principes relatifs au droit d'extradition, des principes de procédure. Ben, tenez, voilà, droit de la défense en matière administrative, 1944, date veuve Trompier Gravier. Conseil d'État en section, donc c'est une seule section qui a rendu le jugement. Non, enfin là, oui, c'est un jugement. Non, c'est un arrêt, là, excusez-moi. Quand c'est le conseil, c'est un arrêt. Quand c'est un tribunal, c'est un jugement. Vous voyez, le droit est plein de nuances comme ça. Hein. Possibilité pour tout acte administratif de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Publicité des débats devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Tu as des principes aussi de procédure administrative non contentieuse, des principes généraux du droit intéressant l'organisation et le fonctionnement des services publics, le principe de continuité du service public, pour certaines choses comme le transport, qui fait qu'il y ait des navettes pour aller en Corse, et qu'il faut qu'il y ait des prix accessibles, hein, parce qu'elles coûtent cher, pour qu'il y ait une continuité territoriale.
le fait qu'il faut que dans les villages, dans les campagnes, il y ait encore qu'on installe des services publics. Principe de continuité de service public, c'est imaginons un service public qui ne peut accomplir sa mission de service public, qui disparaît, il faut trouver quelque chose d'équivalent. Là, c'est l'arrêt de Haine 1959, un arrêt pris en assemblée plénière au Conseil d'État. Principe de mutabilité du service public. C'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'il contredit le premier. Un service public peut toujours être supprimé. Principe de l'insaisissabilité des biens appartenant, etc., aux personnes publiques. C'est un arrêt de 87. Tu as des principes généraux en matière de droit social. Tu as des principes généraux dans tous les domaines, en matière procédurale, sur les faits, concernant les personnes, concernant les atteintes, enfin pour éviter les atteintes à la personne, etc., etc., sur tous les thèmes, hein, le commerce, le pénal, la rétroactivité, des principes généraux du droit français, et que la loi pénale ne peut, si elle arrive après les faits, après le délit, elle ne peut alourdir la peine de la personne qui doit être jugée. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui commet un délit en 96, il y a une loi en 2000 qui arrive, qui alourdit la peine qui devait lui être donnée, lui il sera jugé en fonction de la loi de 96. Ça vient directement du principe général du droit. Par contre, s'il y a une loi favorable qui arrive après, rétroactivité de missus, elle peut lui profiter, elle lui profite. Mais en matière pénale et sur certains critères bien particuliers, par exemple en matière procédurale, ça peut ne pas marcher. S'il y a un énorme contentieux en matière de rétroactivité, la rétroactivité qui profite à l'accusé au pénal et qui doit profiter aux citoyens, en tout cas aux justiciables plutôt, on va parler de justiciables, c'est une représentation, c'est un effet du principe général du droit qui le permet. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, surtout, c'est la valeur qu'ils ont, puisque on leur donne une valeur infra-législative entre la loi et les lois de l'administration. L'article 37, les décrets, qui sont les lois de l'administration et qui sont des lois qui portent sur tous les domaines, assez pointus, assez techniques, autres que ceux prévus par l'article 34 qui définit les domaines de la loi. Je crois qu'il y a 17 grands domaines. Mais quelquefois, le principe général du droit peut être constitutionnel. Et auquel cas il est supérieur à la loi. Et là, vous irez voir, il y a un énorme contentieux aussi. Vous savez, des lois qui sont prises, des décrets d'application qui ne sont pas constitutionnels, on parle de loi écran. Enfin, allez voir un petit peu ce qu'est une loi écran, ce qu'est une question de constitutionnalité, puisque ça se retrouve avec... Enfin, ça se retrouve... De temps à autre, c'est lié avec les principes généraux du droit français. Excusez-moi, voilà, c'est la fin de la journée. Donc, moi, j'avais cité ces principes pour dire aussi voilà, qu'il n'y avait pas besoin de règles forcément écrites, qu'il y avait des choses qui étaient élémentaires. Oui, l'atteinte au droit de la personne. Vous voyez, par exemple, la liberté d'entreprendre, la sécurité quant aux biens et aux personnes. Là, on a affaire à des principes constitutionnels, puisqu'ils sont inscrits dans la Constitution. Mais s'ils ne l'étaient pas, on aurait pu quand même les faire exister en tant que principes généraux du droit français, puisque ça va de pair avec tout le reste. On parle de démocratie, on parle de civilisation. Je ne parle pas de technologie, je parle de société civilisée. Vous pouvez être quatre dans la savane et avoir une société civilisée et organisée et équilibrée en fonction des lieux. On parle de société civilisée là. On ne parle pas de sociétés qui ont des iPhones. On ne parle pas de sociétés riches. Il peut y avoir des sociétés qui ne sont pas civilisées, qui sont riches, et des sociétés, voilà. En général, d'ailleurs le but du droit c'est de civiliser une société, faire en sorte qu'il y ait une certaine civilité dans les rapports, qu'il y ait une sécurité dans les rapports, une fluidité dans les rapports, une moralité, ce que tu veux, mais on parle de deux choses différentes. Les principes généraux du droit français, ça peut être ce qu'on appelle aussi la coutume. Oh là, j'ai oublié la coutume. J'ai oublié de vous parler de la coutume qui peut être une source aussi. Alors la coutume peut être une source de la doctrine, l'ensemble des écrits, des vidéos, de tout ce qui se dit sur un sujet, sans forcément que ça soit technique. Il n'y a pas des revues de droit, mais ça peut être un film, etc. Bref, et la coutume peut alimenter tout ça. Et les principes généraux du droit français peuvent aussi venir de la coutume. Il est important d'avoir des principes non écrits. Parce que là, avec ces principes-là, on peut aussi aborder la notion de droit naturel. Les droits naturels, comme il y avait dans l'Ancien Régime, les droits donnés par la nature, donnés par Dieu. Ces droits
qui ont été octroyées et que l'autorité doit respecter. Puisqu'à l'époque, enfin, Moyen-Âge. Là encore une fois aussi, on nous montre un Moyen-Âge où il y avait de l'arbitraire, du droit de cuissage, mais il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur le Moyen-Âge. Beaucoup de sociétés civilisées au Moyen-Âge, très codifiées, et il suffit de voir un petit peu sur quoi travaillent les historiens. Il y a des siècles où vous avez des kilomètres, enfin pas des kilomètres, mais on va dire des dizaines de mètres de papier officiels qui permettent aux historiens de travailler, qui permettent un petit peu à ces gens de voir que c'était très codifié, c'était pas comme on nous le montre à la télé. Hein. Parce que moi, petit, je pensais que le Moyen-Âge, c'était des types avec des haches qui tapaient tout le monde, qui tuaient tout le monde, que le héros, forcément, c'était le héros, il gagnait à la fin, et que le seigneur, il n'était pas super sympa, que l'église n'était pas sympa, qu'il brûlait des gens. C'est ce qu'on nous montre dans les films. Puis après, tu t'aperçois que c'est une époque formidable, riche en maturation, en découverte et autres. Hein. C'est pas qu'une époque de rustre. Hein. Ben là, encore une fois, tu vois, les principes généraux du droit français peuvent venir aussi de ça. Comme les impôts viennent du Moyen-Âge, hein, tu sais, le péage, je crois que c'est la ton-lieu. Non, je ne veux pas mélanger. Enfin voilà, c'était les péages de l'époque, hein, je veux dire. On ne fait que redécouvrir, surtout les trucs qui nous gênent. Mais il est important de savoir que, indépendamment des décisions de justice, indépendamment des lois, quelles qu'elles soient, la Constitution, une loi, un décret d'application. Je ne mets pas dedans directives et circulaires, c'est encore autre chose, puisque les circulaires, ce sont des notes de service qu'on ne peut opposer. Ça, il faut le dire à certaines administrations et à certains guichetiers, quoi. Il faut lui dire, ta circulaire, tu peux te la mettre en pointe et te la mettre où je pense, parce que ta circulaire, c'est ton chef qui te demande de me demander tel papier, mais la loi me permet de présenter un autre papier à la place. Ta circulaire ne vaut rien, ne me l'oppose pas, elle ne vaut rien juridiquement. Il y a une jurisprudence sur ça. Et c'est, après, je n'ai pas parlé de directives non plus, parce que ce sont des actes juridiques internes qui ont d'autres portées qui ne nous intéressent pas, et qui de toute manière sont assujettis au droit, à la loi, au règlement. Quand je parlais de décret tout à l'heure, c'est décret réglementaire, c'est la partie réglementaire, et à tout ce qui suit. Donc, loi, jurisprudence, loi en général, pas stricto sensu, jurisprudence, alimentée par doctrine, coutume, principes généraux du droit français. Et je pense avoir été clair là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? C'est la justice administrative en premier qui les a mis en évidence, qui les a découverts par le biais du juge, qui est devenu un découvreur. C'est Indiana Jones, le juge. Principe exprimant relatif aux droits de l'homme et du citoyen, principe essentiellement de fonctionnement de la justice et protection des administrés. Selon le principe, il peut être il est au-dessus du décret réglementaire, il peut être en dessous de la loi ou au-dessus de la loi. La présomption d'innocence. Elle est prévue par les textes, donc elle n'est plus un principe, puisque les PGD sont des principes non écrits. Mais admettons qu'elle ne soit pas prévue par le code de procédure pénale ou civile, ou pénale, en l'occurrence ici, puisqu'on parle d'innocence, on parle de délit. Elle aurait été découverte en tant que principe général du droit français, quoi. Est innocent toute personne, jusqu'à qu'on prouve qu'elle a fait ce qu'on lui reproche, quoi. Ce qu'on la soupçonne d'avoir fait. La Cour de justice des communautés européennes s'y est mise aussi, à dégager des principes généraux du droit européen, qui de toute manière ressembleront quasiment tous à ceux du droit français et d'autres droits, puisque c'est évident. La loi est l'expression d'une société. Et qu'on le veuille ou pas, même si nous avons des peuples européens, il y a un fond commun. Attends. Je ne suis pas en train de me dédire. Pour moi, il y a 3 ou 4 Europes, bien différentes. Mais il y a un fond commun. Une manière de vivre, un mode de vie, une manière de voir les choses. En matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Je parle des peuples, je ne parle pas des gouvernements, s'il vous plaît. On parle des peuples. Les peuples européens aspirent tous à la démocratie, à améliorer leur qualité de vie, à l'écologie. Voilà, et ben là, on peut dégager des principes généraux. On peut dégager des principes généraux du droit français en matière d'écologie. C'est un outil qui peut être à la fois intéressant et intelligent, puisqu'il va être un énième incitateur à faire évoluer la loi pour qu'elle soit toujours en adéquation avec la société. Je reprends l'exemple des homosexuels. Pendant très longtemps, c'était pénalement réprimé, mais les juges ne condamnaient pas. Parce que dans les années 80, ils n'allaient pas condamner. Je veux dire, condamner un type en raison de ses mœurs, c'est un peu... Voilà, tout le monde a compris que c'était stupide. Et puis, comme on a vu que les juges ne condamnaient plus,
des années 80, des Mitterrand. Hein. Jusque-là, tu pouvais risquer de la prison pour un truc, pour une affaire privée, mais bref. Ça me sidère, ça aussi, perdre son temps et encombrer les tribunaux et casser les couilles à des gens parce que ces gens-là, voilà, en orientation sexuelle différente, je trouve ça bidon. Bref, c'est pas le propos, on n'est pas là pour juger. Et les juges ont bien fait d'ailleurs, ils ne l'appliquaient pas, La loi, la loi a été abrogée. Je parlais tout à l'heure de lois qui sont intemporelles tant qu'on ne les abroge pas. Là encore une fois aussi, un juriste pourrait me dire oui, mais attention, tu as des lois qui tombent en désuétude, c'est vrai. Mais c'est 20 minutes déjà pour dire très peu de choses. Les PGD peuvent être un excellent outil pour mettre en adéquation la loi, que la loi ne s'emballe pas comme l'économie et que ce ne soit pas nous qui devons être au service de la loi, mais l'inverse. Mais les PGD peuvent aussi être mis aux mains de gens qui peuvent faire avancer la société dans une autre direction. Quand il y a le mariage pour tous, par exemple, on va rester dans le sujet de l'orientation sexuelle et que beaucoup de gens ne sont pas d'accord que ce soit un mariage, sans être en désaccord sur le fait qu'il y ait des unions, tout ça, parce que chacun fait ce qu'il veut dans sa sphère privée. On peut dégager les principes généraux du droit français, et c'est la majorité, enfin c'est la majorité, c'est la moralité du moment qui peut l'emporter. Et donc ça peut aussi créer des sociétés dont on ne veut pas forcément. Et donc, on en revient encore une fois au droit, à la justice et au rapport de force. Qu'est-ce qui fait l'autre? La justice est là pour rééquilibrer. Qui fait l'autre? Le droit ou la force? Si tu es faible et tu sors un code pénal, si tu sors un code pénal et tu n'as pas de policier, tu fais quoi? Walou? Principe de réalité. Voilà, tu vois, sur deux plans. En théorie, le droit, dans une société, légitime la force. En réalité, la force donne une légitimité au droit. Parce que si tu n'as pas la force, tu ne peux pas exercer le pouvoir. C'est l'une des deux mains du pouvoir. Tu as le droit, tu as le droit, et tu as la force. Force armée, police, militaire. Voilà, tout est lié. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. En tout cas, c'est bien parce que ça nous a permis un petit peu aussi de parler d'autres choses. Hein. Après, vous allez creuser la piste. Il y a tout un tas il y a toute une littérature sur les PGD. Vous pouvez après voir en Europe, mais dans beaucoup de pays, c'est comme ça, quoi. Le droit français n'est plus inspiré par la religion, par contre. Mais tu as dans d'autres pays, l'une des sources qui inspire la loi, et le droit donc, est aussi la religion. Je sais pas, pays musulmans, tiens. Pays musulmans, tu as des inspirations diverses de leurs droits, et beaucoup de leurs droits s'inspirent aussi de la charia. Ou du chariot, ça dépend. J'arrête là, je vais déraper, excusez-moi. Tu coupes pas, Aziz, hein, mes vannes. Je fourgue mes vannes de 2018. Ciao tout le monde, je vous lis, je vous écoute, je vous bénis, messieurs, dames, mesdames, messieurs, je ne sais pas comment dire ça. Et à venir, encore d'autres vidéos, mais là, j'ai pas de sujet à proprement dire. Donc, je ne peux pas trop vous en parler. Je remercie la personne qui m'a suggéré le sujet. J'arrive pas à trouver son nom. Il va falloir que je trouve ton nom, je le mettrai en bas. Comme pour te dire merci. Comme quoi, je vous lis vraiment. Ciao.